Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, numéro spécial Grande Région. Aujourd'hui pour parler de la défiance des citoyens, des Français envers les élus, envers le monde politique. Une défiance qui certes n'est pas nouvelle, mais qui prend depuis quelques années un virage plus radical. Alors grâce à nos quatre invités, nous allons tenter pendant près d'une heure de comprendre cette nouvelle radicalité envers les élus et de voir quelles solutions peuvent être proposées pour enrayer ce phénomène. Marie-Pierre Missiou, bonjour. Vous êtes maire de Cherveux dans les Deux-Sèvres, présidente des maires des Deux-Sèvres et conseillère départementale. Vous êtes donc, on va dire, aux premières loges pour nous parler de la défiance envers les élus locaux, jusqu'ici pourtant assez préservés. Daniel Gendarme, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan couvreur, chef d'entreprise. Vous êtes un ancien gilet jaune. Vous avez également fait partie d'un collectif citoyen et aujourd'hui vous êtes membre d'un parti politique, le parti de la gauche républicaine et socialiste de la Haute-Vienne. Vous nous expliquerez pourquoi un tel parcours. Sacha Houlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député La République En Marche de la 2e circonscription de la Vienne. Votre permanence parlementaire a été volontairement incendiée il y a quelques jours. C'est la 9e fois, je crois, en 4 ans et demi que cette permanence ou votre domicile subissent des dégradations. Enfin, en duplex de Bordeaux, Thierry Dominici. Bonjour Thierry Dominici, vous êtes politologue, docteur en sciences politiques. Vous allez nous aider à comprendre cette défiance envers les élus et puis bien sûr comment elle se traduit justement politiquement. Sacha Houlier, on va d'abord parler, si vous le voulez bien, du constat de cette nouvelle forme de défiance. Les multiples dégradations commises sur votre permanence électorale ou votre domicile sont-elles quelque chose à laquelle vous vous attendiez en devenant député en 2017 ? C'est quelque chose auquel on pense ? Ah non, c'est pas la première raison pour laquelle on s'engage. Non, je ne dis pas ça, mais c'est est-ce que vous y pensiez quand vous vous êtes engagé ? Des Non, répercussions parfois un peu j'y négatives. pensais pas. En revanche, ce que je pensais et ce que j'ai volontairement calculé, c'est le fait d'avoir une permanence qui soit extrêmement accessible. C'est une permanence qui est dans un quartier populaire, ce qui implique qu'il y a beaucoup de parking et que tout le monde peut être de passage. C'est une permanence qui est extrêmement visible et c'est une permanence dans laquelle on reçoit beaucoup. C'est-à-dire que dans les personnes qui ont été reçues, sur les 3 premières années, puisque ce sont les statistiques que nous avons faites, c'est 3000 personnes qui ont franchi la porte, et je peux vous garantir que toutes n'étaient pas d'accord avec les politiques qu'on peut voter ou mettre en œuvre. Et c'est le but, finalement. Et le but, c'était que ce soit un catalyseur à la fois des demandes, des colères, et de tout ce qui peut être de la discussion. Donc, naturellement, on ne s'attend pas à ce que ce type de lieu ou ce type d'endroit fasse l'objet d'attaques, parce que c'est précisément l'endroit où on doit pouvoir résoudre les difficultés. Vous constatez vous aussi, j'imagine, cette radicalité de la colère En envers réalité, les politiques. il y a le fait qu'il y ait ce qu'on a appelé la désintermédiation, donc qu'il y ait moins de recours aux intermédiaires, que ce soit aux élus ou aux représentants professionnels ou syndicaux notamment, bien fait qu'on met directement ceux qui sont en responsabilité, les maires, mais aussi les parlementaires qui sont tout autant à portée de baffe, comme ça a été dit, fait qu'on a, lorsque un désaccord persiste ou lorsqu'un sujet est assez épineux ou en tout cas très sensible, tout de suite une montée dans les tours qui malheureusement amène ce genre de réaction. Marie-Pierre Missiou, comment se traduit dans les petites communes cette défiance envers les élus ? C'est la même façon qu'en ville ? Non, j'imagine que c'est différent. Il y a une... C'est beaucoup moins violent. Effectivement, on constate un changement des comportements de nos administrés qui sont très exigeants, très procéduriers, qui ont accès aux médias, à Internet, qui connaissent un peu tout sur tout. Qui croient connaître. Qui croient connaître, voilà. Et voilà, ça pose quand même des soucis aussi à l'élu, mais aussi, il ne faut pas les oublier, aux agents qui sont à la réception ou les secrétaires de mairie qui doivent aussi adapter leur comportement. On se souvient du maire de Secondigné-sur-Belle, dans votre département, agressé verbalement et physiquement en août 2020 par un habitant, lui-même d'ailleurs élu au conseil municipal. Ce maire, Nicolas Valéry, disait alors qu'il n'avait jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. C'est donc un phénomène nouveau, vous confirmez, Marie-Pierre Missiou ? Oui, c'est un phénomène nouveau. Alors là, dans le cas présent dont vous parlez, c'est même un élu qui a agressé un élu. Oui, donc, c'est ça, ouais. on est encore dans une autre configuration. Et c'est vrai que les gens sont irritables, et ils sont très exigeants. La fonction ne protège plus quand on est maire d'une petite commune. On est quand même moins violenté que les députés, je pense, et il y a très peu d'agressions physiques.
Alors c'est vrai qu'on est à la limite et il faut être vigilant et l'association des maires va proposer des formations pour justement aider les élus sur le sujet. Daniel Gendarme, est-ce que cette violence envers les élus locaux d'une petite commune ou alors d'un député, c'est la même que celle que prenaient à un moment donné les Gilets jaunes avec qui vous manifestiez? Est-ce que vous pouvez faire une comparaison avec cette colère qui se manifeste physiquement finalement? Tout à fait. Alors, on peut pas la nier, je la cautionne pas. Mais à l'époque. Ouais. À l'époque, ça a représenté une minorité quand même de personnes, il faut quand même le dire. Il faut quand même aussi préciser que les Gilets jaunes ont été des honnêtes gens comme moi, qui travaillaient, qui n'étaient pas violents, qui n'ont pas eu de problème particulier avec la police. Donc, oui, exactement, ça a existé aussi. Vous l'expliquiez à l'époque, vous la compreniez, vous l'expliquiez cette radicalité? Ouais, ça s'explique. Parce que c'est pas anodin d'aller sur un rond-point, de mettre des palettes ou d'arrêter la circulation. Voilà, c'était des choses où après de manifester, soit contre les politiques, parfois même mieux contre les médias, les journalistes, évidemment. Disons qu'après, les gens, ils en avaient marre. Ils en avaient marre parce que la gauche n'a pas été là pour eux depuis 20 ans. Parce qu'ils n'ont pas été entendus, parce qu'ils ont été oubliés, parce que les partis de gauche n'ont plus soutenu les luttes sociales, parce que le Parti socialiste a saccagé le droit du travail à l'époque, parce que le quinquennat de M. Hollande, ça a été un mensonge total, dès le début. Mon ennemi, c'est la finance, et on a vu le reste après. Sur quoi ça a débouché. C'est une frustration qui a alimenté cette colère. Hein. Donc totalement. Et puis à un moment donné, je pense aussi que les Français ont envie d'être entendus, écoutés et représentés au sein de la République, que cette 5e République, on est sur la fin et qu'il faut, j'espère que l'an prochain, il y aura un candidat qui créera l'avènement d'une nouvelle République. Thierry Dominici, cette expression radicale de la défiance envers les politiques est-elle une nouvelle, donc, ou est-ce qu'elle ne fait finalement que ressurgir dans l'histoire de France? Non, alors après, il faut s'entendre sur le terme, parce que là, j'ai entendu plutôt violence que défiance. La défiance, c'est finalement presque, comme l'expliquait M. Roser-Vallon, un droit démocratique. Et M. Gendarme en a parlé par rapport aux Gilets jaunes. Donc, cette colère qui se transforme en violence, c'est quelque chose peut-être nouveau, mais au final, ça a toujours existé. Alors là, il est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai pu l'entendre sur votre plateau, on a affaire à un nouveau rapport de force, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans un rapport gouverné-gouvernant, et les gouvernés, de fait, demandent des comptes aux gouvernants. Mais ça a toujours été, Thierry Dominici, ça a toujours existé. Non, parce que dans nos Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement? Avant, le rapport était plutôt représentant, et donc, en fait, nos élus n'incarnaient pas le pouvoir, mais ils étaient le prolongement de l'institutionnalisation du pouvoir. Alors que là, finalement, au final, les gens vont anthropomorphiser le problème sur l'élu. Marie-Pierre Missiou, il n'y a pas si longtemps, en milieu rural, la colère, elle se manifestait comment? À part du dépôt de fumier, de lisier sur les murs des préfectures, des sous-préfectures. Est-ce que les choses ont changé? Oui, on a beaucoup d'incivilités. De conflits de voisinage, de violences intrafamiliales, de dégâts sur nos structures publiques. Ça, on est souvent, nous les maires, à la gendarmerie pour porter plainte. Ça, c'est très très nouveau et c'est vraiment inquiétant. Alors justement, face à cette violence des paroles, c'est le constat, on en est au constat, après on va comprendre les causes et puis on essaiera de trouver des solutions. Mais face à cette violence des paroles et donc parfois des gestes, les élus, on le voit, semblent souvent démunis. C'est la raison pour laquelle le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, propose des stages aux élus pour savoir comment faire face aux incivilités. Regardez. Daignac, 475 âmes, et son maire Michel Massias qui veille au grain. Aussi, quand des jeunes semblent élire domicile sur la place du village, il intervient sans savoir quel accueil il recevra. J'ai vu un fourgon garé un soir, faire un contrôle seul, c'est un peu, ça peut être dangereux. Bon, ça n'a pas été le cas, donc les gens sont repartis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut rester très très prudent. Des élus disponibles 24 heures sur 24, appelés quand les conflits s'enveniment entre voisins, par exemple. Ah, je vais le frapper, monsieur le maire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, monsieur le maire. Ne vous énervez pas. Parce que j'ai l'impression que vous ne servez à rien. Franchement,
Ces 15 maires suivent une formation mise au point par les gendarmes. Par des jeux de rôle, ils apprennent à réagir pour calmer les tensions. C'est une méthodologie qui permettra de désamorcer et au moins de stabiliser une situation de crise par la voix, les mots, le comportement. Oh, écoutez-moi là! C'est moi qu'on écoute ici! Vous criez trop fort. Moi, je peux. C'est impossible pour moi de comprendre la situation. L'agressivité est aussi souvent un appel à l'aide. Même si on n'a pas les réponses, les gens ils veulent d'abord qu'on les écoute, qu'il y ait quelqu'un en face pour dire je vais essayer de faire un truc. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Et en tout cas, il y a de l'humain. Alors après, c'est sûr, on se fait engueuler, hein, mais bon. En général, on se quitte bons amis. Les violences verbales contre les élus sont monnaie courante. Et depuis le début de l'année en Gironde, rien qu'en zone gendarmerie, 4 élus ont été agressés physiquement. Retour sur le plateau du Dimanche en politique où il est question aujourd'hui de la défiance envers les élus. Marie-Pierre Missiou, est-ce que vous avez fait ce stage? Alors, Sinon, non, ce qui vous intéresse, pas vous avez envie de le encore. faire? Je sais que ce stage a été organisé sur Niort, puisque j'ai des collègues qui ont participé avec le GIGN. Et nous, l'association des maires, allons l'organiser pour tous les maires des Deux-Sèvres rapidement. Vous avez été, vous, personnellement, témoin de ces actes J'avoue que non, de non, crise. j'ai jamais eu de violence verbale, j'ai jamais connu personnellement de violence verbale, et j'espère ne pas en connaître. Sachez, Olivier, des gendarmes qui forment des élus, c'est quand même une illustration d'un vrai problème de société, non? Exactement, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. En fait, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire l'explosion des violences intrafamiliales, la façon dont les actes qui sont commis sont de plus en plus violents, vous en avez une traduction qui a beaucoup occupé les médias au début de l'année, c'était la question des stades de football. Mais c'était finalement qu'une illustration de ce qui se passe dans la société sur, alors pas forcément en accroissement en nombre, mais les actes qui sont commis qui sont de plus en plus violents lorsqu'ils interviennent. Alors face à ça, il y a effectivement des formations, et ce que disent les gendarmes aujourd'hui est extrêmement précis sur la distance qu'on peut prendre, sur recontextualiser, sur la façon dont on reconstruit le dialogue en réalité. Et puis après, il y a la guérison des mots, et ça, on a commencé à poser quelques briques. C'était en décembre 2019, une loi que j'ai rapportée, qui était la loi Engagement et Proximité. Et dans cette loi-là, il y a l'accompagnement de tous les élus qui sont victimes d'agressions, et notamment au titre d'une protection fonctionnelle, c'est-à-dire la prise en charge de frais d'avocat ou l'accompagnement face au juge pour que, lorsque les actes sont commis, parce qu'il arrive qu'ils soient commis, eh bien, il y ait des réponses pénales ou judiciaires qui soient à la hauteur des infractions qui sont réalisées. Thierry Dominici, les Gilets jaunes en 2019, les anti-vax ou anti-pass en 2021. Est-ce que cette radicalisation du mécontentement n'est pas finalement le fruit d'une perte de vitesse des syndicats qui encadraient jusqu'à présent la colère envers les politiques? Oui, en fait, nous, en sciences politiques, ce qu'on note, c'est que le phénomène Gilets jaunes, parce que c'est un véritable phénomène, est la traduction finalement de la crise des systèmes intermédiaires, et notamment donc de tout ce qui serait syndicat, mais aussi groupe de pression, groupe d'intérêt mutualiste, etc. Et de fait, oui, au même titre que pour les partis politiques, puisque les Gilets jaunes aussi se revendiquaient apolitiques, je le rappelle, il y avait véritablement une critique directe du système intermédiaire et une volonté, comme j'ai pu l'entendre d'ailleurs dans la bouche de Monsieur Gendarme, une volonté de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de démocratie délibérative. Et c'est peut-être ce manque de discussion qui amène aussi une certaine colère. Alors tiens, justement, Daniel Gendarme, quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a fait devenir un jour gilet jaune, d'aller du coup sur les ronds-points tous les samedis? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis un gilet jaune du second jour. C'est un peu particulier. Pas du 17 novembre, mais du 18. Le week-end du 17, j'étais pas à Limoges. J'ai mis plusieurs heures pour rentrer à Limoges le dimanche. Donc j'ai écouté l'élocution d'Édouard Philippe le dimanche soir. Et son discours méprisant envers les classes moyennes et classes populaires m'a fait monter dans ma voiture et rejoindre le premier rond-point à côté de mon domicile. Voilà. Donc ça a été sur une réaction et je partageais tout à fait les... C'était moins sur l'augmentation du prix de l'essence que Alors, sur cette... si. Alors, je vais vous dire, moi, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'il y aurait un mouvement d'ampleur ce jour-là. Donc, j'avais été à plusieurs manifestations en ma qualité de citoyen, rejoindre les syndicats quelques années auparavant concernant le pouvoir d'achat,
et d'autres luttes qui étaient défendues par les syndicats. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde ce jour-là. Mais par contre, le lendemain, en écoutant le discours d'Édouard Philippe, oui, j'ai rejoint tout de suite. Marie-Pierre Missiou, certains maires parlent de disparition de la République dans certains territoires, avec le sentiment d'abandon de leurs concitoyens, que ce soit d'ailleurs dans ce qu'on appelle les quartiers ou en zone rurale. Problème de transport en milieu rural, problème d'infrastructure médicale. Ça, c'est le concret, c'est le quotidien des gens. Tout ça, ça pèse, j'imagine, beaucoup plus que les belles paroles qu'on entend à longueur de journée sur les ondes. Oui, c'est sûr. De la part des politiques. C'est sûr que les citoyens cherchent des choses concrètes, claires, du service public. Et c'est justement qu'ils ont une problématique de comprendre toutes ces strates aussi politiques où il manque de clarté, où un certain nombre de compétences ont été descendues. Concrètement, à savoir tout simplement les transports, tout récemment, entre la région et le département, où les parents avaient l'habitude d'avoir des interlocuteurs précis au département pour les tarifs, pour toutes les informations qu'ils pouvaient avoir autour des transports. Et puis aujourd'hui, c'est la région, et là, ils sont l'aiguille dans la botte de foin, et ils n'ont plus d'interlocuteurs. Sacha Houlié. En complément de ce qui vient d'être dit, ce qu'on a vu aussi dans la défiance sur les dernières élections, c'est-à-dire l'absence de participation, c'est parce qu'on ne parvient pas à identifier qui fait quoi. Et typiquement, alors qu'on a eu une crise sociale très forte dans laquelle on attendait beaucoup de l'État, énormément de l'État, et qui a été au rendez-vous avec soit le quoi qu'il en coûte, soit le plan de relance, on comprend difficilement aujourd'hui qu'on puisse être traité entre les Deux-Sèvres et la Vienne différemment sur la question des personnes handicapées. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, il y a un véritable problème d'équipement des territoires, auquel on commence à remédier. Alors soit avant la crise des Gilets jaunes, c'était sur la question de l'équipement numérique, couverture 4G, question des routes, soit après la crise, et donc ça c'est plutôt, alors après la crise des Gilets jaunes sur les maisons de service public, une maison de service public, France Service par canton. On va voir dans notre reportage que c'est pas la même chose que d'avoir... Non, mais c'est des premières réponses qui commencent à être posées, ou alors des retours d'infrastructures qui avaient disparu, et je pense là notamment aux petites lignes de train sur lesquelles on réinvestit à la faveur de contrats. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous comprenez, vous êtes conscient que face à la réalité du quotidien, aujourd'hui, votre parole, celle des politiques, elle n'a plus de crédibilité? Est-ce que ça, vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez, ou est-ce que vous dites non, ça c'est un fantasme de journaliste? Non, enfin, moi je comprends qu'il y a un sujet sur l'immédiateté de la réponse et sur le fait qu'on veut aujourd'hui que la ligne de train qu'on promet depuis 40 ans, elle soit construite demain. Que la route RN 147, de laquelle on parle depuis 50 ans, on trouve une solution, pas dans 10 ans, mais tout de suite. Qu'on veut capter son téléphone pour travailler de chez soi, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire lorsqu'il y a une crise sanitaire, qu'on puisse capter aujourd'hui ou demain. Ça, c'est des choses auxquelles on est directement confrontés. Et quelque part aussi, nous, jeunes élus, ça nous tombe aussi dessus parce que c'est des situations qui ont été bloquées, verrouillées depuis très longtemps. D'ailleurs, c'était même presque l'une des promesses qu'on a faites en disant on a rencontré tellement de situations de blocage qu'on est là pour l'élever. Et donc, c'est la résistance et donc le temps qu'on met pour l'élever, c'est autant de choses qu'on reprend dans la figure en face. Thierry Dominissi, je vous vois réagir par rapport aux propos de Sacha Houlié. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je trouve déjà qu'il répond pas du tout à votre question, mais bon, ça c'est normal. Non, mais attendez, parce que répondre aux questions, c'est quoi cette histoire? Non, parce que là, excusez-moi, même on vous a posé une question sur la crise de la représentation des partis et du fait que les gens ne se retrouvent pas dans les partis politiques aujourd'hui, et vous reparlez de l'immédiateté. C'était plus sur la crédibilité de la parole politique, mais bon. Voilà. Donc bon, là aujourd'hui, ce que j'entends, ce que je vois, et en tant que politologue, et je le vois même dans mes amphithéâtres, aujourd'hui, les gens sont, comment dire, un petit peu désabusés, désenchantés du monde politique, parce qu'il y a ce qu'on a pu appeler le dégagisme, et au final s'installent des politiques, par exemple, de type hégémonique pour certaines forces politiques, qui fait que les gens ne se retrouvent pas. Ce que veulent les gens, et Madame la députée l'a dit, c'est la proximité, c'est d'avoir non pas des réponses directes, pardon, Madame la maire, non pas des réponses directes, mais de la proximité, c'est-à-dire, je redis la phrase de tout à l'heure, c'est-à-dire de la démocratie délibérative, et pas de la délibération avec des élites ou des experts. Daniel Gendarme, je vous vois acquiescer sur la démocratie délibérative. Non, mais pas que. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Dominissi. Même du reste, nous, c'est le thème de notre entrée politique en Haute-Vienne. Ça serait de faire adhérer des personnes
qui ne sont pas contentes de la politique représentée avec M. Houillet de la Macronie, c'est-à-dire combattre l'hégémonie culturelle. Voilà. Ça, c'est déjà un premier point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les partis politiques aujourd'hui sont des élus, apprentis élus et collaborateurs, et ça les arrange bien. Ils ont même plus de militants, parce qu'en fait, c'est toujours, et on l'a vu pendant les élections départementales, c'est le premier cercle qui fait gagner le parti. Bon, pour revenir à ça, l'hégémonie culturelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la classe dominante, bourgeoise, diplômée, qui est au contrôle. Donc, la rue n'est pas un débouché. La rue n'est pas un débouché. On peut s'offusquer de la politique de M. Macron. On peut s'offusquer de la loi anti-pass. On peut s'offusquer de la réforme des retraites. On peut s'offusquer que l'ouvrier qui gagne 1 200, 1 300 euros par mois n'y arrive pas à terminer ses fins de mois et que le 10, pour lui, après 10 jours qu'il a eu sa paye, son mois est terminé et il faut quand même... Donc, mais vous dites que la solution n'est pas dans la rue, donc la solution, c'est comme vous faites vous, j'imagine, d'adhérer à un parti politique. La solution, elle est simple. Dans l'arène. Voilà, elle est dans les urnes. C'est-à-dire que la meilleure façon de se débarrasser de la Macronie, c'est l'an prochain. Le rendez-vous, il est en mai 2022 et en juin 2022. Alors, on va parler, on vient sur un débat très politique, mais il n'y a aucun problème. Mais juste pour illustrer la défiance de la parole politique, nous sommes allés voir cette semaine les ouvriers de la fonderie Fonte du Poitou à Ingrandes dans la Vienne, fonderie qui a été liquidée le 31 juillet dernier, malgré de nombreuses promesses des politiques ces dernières années. On en parle juste après ce reportage signé Jean Poustis et Stéphane Bourin. Sur le site de la fonderie Fonte, tout s'est terminé il y a plus de 2 mois. Allez, mon camarade. Alain et Serge ont vécu 37 ans de leur vie dans cette usine. Les syndicalistes y ont reçu de nombreux soutiens politiques. On savait bien quand on disait bonjour et puis le au revoir qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre d'eux. Je peux le dire maintenant parce que derrière, voilà le résultat, il est là. On est devant un four qui est éteint. Ce four-là, malheureusement, il ne sera jamais rallumé. Et pourtant, tous ces politiques, ils nous ont dit ces fusions-là, ces fours-là, vous êtes la meilleure fonderie d'Europe, on va la maintenir. Dans l'entreprise, rien n'a bougé. Tout est encore là. Serge Rioult a travaillé sur la chaîne de production. Il se souvient des échanges avec certains élus. Les politiques font des promesses, font de beaux discours. Ils sont tous, quand ils arrivent, compatissants, ils nous comprennent. C'est incroyable parce qu'ils peuvent comprendre les gens. Et puis au final, on voit que les choses évoluent, mais jamais comme c'était prévu. À Ingrandes-sur-Vienne, les ministres se sont succédés pour sauver la fonderie. C'est le cas de Jean-Pierre Raffarin, Arnaud Montebourg et même un président de la République, alors candidat. Sarkozy était venu. Voilà. Est-ce que là, Macron, il va venir ? Je ne sais pas. On va peut-être annoncer que les fonderies ALU vont être sauvées. À la limite, si Macron y vient parce que l'ALU est sauvé, tant mieux au moins pour les camarades de l'aluminium, mais c'est pour lui qui les aura fait sauver, parce que c'est dans sa ligne de conduite. Mais que ça soit lui ou les présidents précédents, il n'y a pas de volonté politique de sauver l'industrie. Et on a un exemple. Cette fermeture de Fonte a profondément marqué les deux hommes. Ils n'ont toujours pas digéré les promesses politiques non tenues. Malgré tout, les syndicalistes n'entendent pas boycotter la prochaine élection présidentielle. Je ne ferai certainement pas d'illusion pour qui je vais voter ou que je ne vais pas voter. Il y a le vote blanc qui existe aussi. Je ne l'ai jamais utilisé. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais le politique pour qui je vais voter, non, je ne ferai pas d'illusion. Il va me faire plein de promesses. Alain et Serge vont bientôt terminer leur mandat syndical. Leur ultime combat, l'accompagnement des salariés licenciés. Sacha Houlier, on a vu des ministres de tous bords se rendre au chevet des fonderies ces dernières années. Pourquoi ne pas dire franchement que ça va être plus que compliqué, plutôt que parfois de dire ça va s'arranger, sachant très bien que ça a du mal à s'arranger. Est-ce que vraiment c'est de la mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie, ou c'est un manque de courage, ou alors c'est effectivement que c'est comme ça que ça se passe? Mon collègue Turquois et Agnès Pannier-Runacher ont dit que ce serait très compliqué pour les fonderies Fonte, avec des plans aussi pour diversifier l'activité et pour la maintenir. C'était le véritable problème. Là, c'est un exemple où ça a vraiment
pas marché, où le repreneur en plus a été défaillant, c'était Liberty, où celui qui fait les commandes ferme les fonderies, pas seulement à Grande, mais aussi partout en France, c'est Renault qui commande plus aujourd'hui. Et après, il y a d'autres plans qui ont marché. On a réussi à relancer la mécanique chez McAfee. On a réussi à sauver Isodelta après un plan social. Bref, on a aussi des plans qui fonctionnent et heureusement, on crée de l'emploi et on en maintient. On a réussi à implanter un centre de reconditionnement des entreprises, c'est CRVO à Châtellerault, juste à côté de la fonderie. Et encore une fois, on a réussi aussi à avoir en France plus d'investissements industriels que dans la quasi-totalité de nos voisins européens actuellement. Donc ça montre qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent sur la réindustrialisation du pays. Daniel Gendarme, qu'est-ce que vous inspire, vous, ces deux anciens salariés des fonderies ? Vous vous reconnaissez un peu dans ce qu'ils disent par rapport aux politiques, justement, par rapport aux promesses ? Oui, elle représente la liquidation de la souveraineté nationale à la mondialisation. Et est-ce que vous entendez quand même aussi ce que dit Sacha Houlier en disant que c'est pas simple et que, malgré tout, les hommes politiques font ce qu'ils peuvent pour y arriver ? Non. Ou est-ce que vous ne le croyez pas du tout ? Non. Je ne crois pas en ça, moi. Le président Macron a sorti des milliards, un pognon de dingue pendant la crise Covid. Donc le discours, l'État ne peut pas tout. Vous avez touché le fonds de solidarité avec votre société ? Attendez, monsieur Houillet. Vous avez touché le fonds de solidarité avec votre société ? Monsieur Houillet. Allez-y. Je peux terminer ? Je vous demande. Je peux terminer ? Allez-y, je ne vous ai pas coupé la parole, moi. Vous ne voulez pas le dire parce que vous avez touché cet argent-là aussi. Non, moi je ne me suis pas arrêté. J'ai fait partie des premiers de corvée, comme les infirmières, comme les aides-soignantes, qui ont été au turbin pour faire tourner le pays. Pas de PGE non plus. Voilà. Pas d'activité partielle pour vos salariés. Non. Voilà, on a travaillé. Très bien. Terminez s'il vous plaît, puis après, est-ce que j'ai envie de poser une question à nos deux autres invités ? Donc, vous ne croyez pas en la parole politique, voilà. Non, si. Il y a rien qui alors doit attendez, Pourtant, vous êtes... je précise, je crois en la parole politique. Je ne crois pas en cette parole politique. Mais c'est la différence. Alors par rapport à ce que vous dites, juste Thierry Dominici, est-ce que ce n'est pas le propre de chaque gouvernant, enfin en tout cas des politiques au pouvoir, de s'en prendre pardon de l'expression, mais en pleine tronche, parce qu'ils sont aux commandes et que ce soit de droite ou de gauche, de toute façon, c'est toujours à peu près la même chose. Oui, un peu. Tout à l'heure, j'ai fait référence à M. Rosanvallon. Comme vous le savez, il a écrit un bouquin dernièrement où il revient sur ces mécanismes d'épreuve. En gros, notre société serait vraiment en raison... Parce que un mot qu'on a oublié de dire, peut-être que c'est une violence symbolique que ressentent ces personnes, et notamment ici ces salariés. Et des fois, peut-être, l'ordre social ne la voit pas, la violence qu'il produit. Donc ça, c'est du Bourdieu. Mais au final, si on revient avec Rosanvallon, là, aujourd'hui, on est dans des mécanismes de mise à l'épreuve au niveau du mépris, discrimination, injustice. Ce qui fait que, oui, comme je disais tout à l'heure, l'interlocuteur du pouvoir, aujourd'hui, c'est l'élu. Et ce rapport gouverné-gouvernant fait que l'élu, malheureusement, il est aux premières loges. Alors justement, Marie-Pierre Missiou, vous qui êtes élu de terrain, quand ce genre de choses arrive dans une commune, alors on parle d'une circonscription, ça peut être une commune, une fermeture d'usine ou d'établissement, vous êtes les premiers, pour le coup, à être à portée de baffe, comme disait Sacha Houlier tout à l'heure. Oui, on fait surtout de la concertation et on écoute, et c'est ce qu'attendent les professionnels en danger dans ces usines. Et on essaye de trouver des solutions avec toutes les équipes, les syndicats, etc. Et c'est surtout l'écoute qui est importante. Ça veut dire que le sentiment de dégagisme, il est descendu de palier en palier. Ça partait du président de la République, généralement, des ministres, ensuite des députés. Maintenant, ça arrive même aux élus locaux, petits élus locaux. Ça arrive jusqu'à nous. Il y a une gouvernance aujourd'hui qui est très verticale et il manque effectivement un certain nombre de relations avec les différents corps intermédiaires qui étaient jusque-là les syndicats, qui sont peut-être pas assez présents aujourd'hui. Il faut les remettre en avant et les élus, on devrait avoir droit, les maires en tout cas, nous sommes sur le terrain, c'est nous qui sentons les choses. On devrait être interrogés plus souvent par l'État. Alors une question que je vous pose à chacun, quelles sont pour vous les causes les plus importantes de cette défiance des citoyens envers les politiques ? On a beaucoup parlé de la verticalité du pouvoir, surtout avec Emmanuel Macron, des inégalités territoriales, de la crise sanitaire, de la multiplication des revendications chez les Français, vous en avez parlé, et une certaine impuissance aussi des élus locaux. Quelle cause vous placez en premier pour expliquer un peu ce rejet ? Daniel Gendarme. Un triptyque, crise démocratique, crise sociale, crise territoriale. Démocratique, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les électeurs ont voté
sur la question européenne contre, En et ça 2005. nous a été resservi en 2005 avec le traité de Lisbonne. Crise sociale, parce qu'à un moment donné, le Parti socialiste a été au pouvoir et a cassé le code du travail, a fait des lois antisociales, avec une gouvernance très autoritaire avec M. Valls, 49-3, on s'en souvient tous, crise territoriale, la loi Notré. Regardez, il y a une émission aujourd'hui, je suis de Limoges, j'ai fait 2 heures de route pour venir ici. Moi, je pense qu'il y a surtout un paradoxe, parce qu'on demande, et c'était le cas en 2017, on demande d'aide de la société civile. Moi, c'est ce que j'étais avocat. Du jour au lendemain où je suis passé élu, j'étais plus du tout crédible parce que j'étais devenu un élu. On nous demande de la concertation, mais aussi on nous demande de l'immédiateté dans la réponse. Or, quand on fait de la concertation, on ne décide pas tout de suite, puisqu'on fait de la concertation. C'est précisément le but. Notamment lorsqu'on a eu tout le grand débat après les Gilets jaunes, il y a eu ensuite des annonces, mais qui n'ont été annoncées que 4 mois après qu'il y ait eu un grand débat, ce qui est naturel, puisqu'il faut d'abord pouvoir avoir des concertations. Toujours problème de timing médiatique et politique. Il y a ce deuxième paradoxe. Outre le fait que la relation citoyen-élu, le fait qu'on vous demande d'agir tout de suite et de concerter davantage. Et donc, c'est toute cette tension-là qui est en permanence sur le poids des épaules des élus pour pouvoir répondre à ce qui est, au final, une vraie crise démocratique. Marie-Pierre Messiou, selon vous, les causes principales? Oui, pour avoir échangé sur ce sujet avec un certain nombre d'administrés, je pense qu'ils sont complètement perdus. La strate communale, ils comprennent, ça a du sens, c'est concret, c'est à côté de chez eux, ils le voient, tout ce qui est... Voilà. Alors que dès qu'on monte un peu, et puis avec la décentralisation, il y a eu beaucoup de compétences qui sont descendues sur les régions, sur les départements. Cette réforme territoriale, clairement, pour vous, elle a été désastreuse. Et donc, il y a besoin de pédagogie, vraiment, pour que tout le monde sache un petit peu plus qui fait quoi. Rapidement, Thierry Dominici, votre cause principale, selon vous, à cette défiance? Mais pour moi, la cause principale, elle ne touche pas que la France, elle touche l'Europe, voire le monde. C'est la crise de la représentation partisane actuellement. Et ce qui fait que cette crise, nous, on a eu les Gilets jaunes, mais les Américains ont eu leur 7 janvier au Capitole. Il y a eu les Nuits debout, il y a eu les indignés, etc. Donc il y a cette mouvance aujourd'hui qui apparaît dans notre société et qui demande plus de démocratie. Donc là, pour moi, c'est l'élément de base. Après, nous sommes véritablement dans un changement sociétal. On le sait tous. Même si on n'a pas voulu en parler, on n'en a pas encore parlé, il y a aussi quelque chose qui fait résonance sur les citoyens, c'est la crise écologique, c'est la crise climatique. Et ce qui fait que ça a des répercussions, comme l'a dit Monsieur Gendarme, sur la crise sociale, ça a des répercussions sur la crise du moral. Donc tout le monde, finalement, se retrouve un petit peu esseulé. Et dernier point, je pense qu'on a un problème institutionnel en France. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être qu'on aille au bout de la décentralisation. Alors justement, et qu'on arrive à répartir mieux les compétences. J'ai envie de vous parler qu'on parle d'une chose assez importante, la décentralisation, le projet 3DS, décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification. Pour rappel, il s'agit d'un projet de loi qui entend donner des marges de manœuvre, on va dire, aux élus locaux avec des mesures dans les domaines divers comme les transports, le logement social ou encore la santé. Il prévoit des transferts de compétences à la carte, entre guillemets, et a pour objet de simplifier finalement l'action publique locale, sauf que ce projet de loi qui devait être discuté à l'Assemblée nationale a été reporté, et du coup certains se disent, est-ce qu'on l'aura avant l'élection présidentielle? Visiblement, c'est pas gagné. Sacha Houlié, est-ce que le gouvernement a peur de ce projet de loi? Non, alors d'abord, vous savez, comme c'est un projet de loi sur les collectivités locales, l'obligation, c'est qu'il passe d'abord par le Sénat. Oui. Donc il est passé au Sénat, il arrivera à l'Assemblée nationale en décembre. Ça devait être en septembre au départ. Il arrivera en décembre. Bah oui, il y a eu. En décembre après, il y a une crise sanitaire, il y a le budget, et le budget de la sécurité sociale. Donc en fait, on est un peu contraint par tout ça. C'est les obligations qui sont celles des élus. Et pour le coup, on a. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des choses qui peuvent être recentralisées, parce que c'est ce que explique aussi Marcel Gauchet. Il y a des choses qui relèvent de l'État et dont on attend d'abord de l'État. Principalement, l'exemple type, c'est sur le financement du RSA. Alors, il y a une expérimentation qui est faite en Seine-Saint-Denis parce que, pour le coup, il y a beaucoup de... Expérimentation que refusent la plupart des élus locaux et départementaux, je vous le dis tout de suite. C'est pourtant une charge qui pèse énormément dans leur budget et qui les empêche d'investir sur beaucoup de choses. Et le but, c'est de se dire qu'on puisse identifier plus concrètement ce que peuvent toucher les élus locaux. C'est-à-dire que les départements, c'est effectivement les routes, que les régions, c'est effectivement les lycées ou l'innovation, et que l'État, c'est plutôt les compétences sociales. Ce serait plus clair pour tout le monde. Oui, mais par exemple, la taxe d'habitation, c'était un exemple parfait de verticalité. C'est une décision d'en haut. Et c'est qui est compensée à l'euro près.
C'est parce Par que l'État. alors, Là, c'est pareil, l'Association des maires de France ne dit pas du tout ça et que du coup, alors, il y a eu quand même beaucoup de logements C'est en moins. ce que dit le budget de l'État, c'est ce que disent les chiffres des préfectures et c'est ce que Marie disent Pierre ce qu'on verse Missiou. sur les Et puis après, on donnera la parole à Daniel Pour Gendard. passer à l'euro près, mais à figer par rapport à une année précise, et donc plus de levier fiscal. Vous savez, il y a la taxe foncière dont les citoyens se rendent compte assez facilement qu'elles ont augmenté, principalement dans la Vienne. Tout ça mélangé à une baisse des dotations régulières. Alors, pour le coup, c'est faux, puisque le On va pas budget rentrer des dans des détails dotations trop techniques, s'il vous plaît, parce qu'on va perdre nos téléspectateurs, mais juste, on est en train de perdre Daniel Gendard, donc qui écoute attentivement. Juste avant de lancer le prochain sujet, cette chose-là, cette décentralisation, ce projet de loi, c'est quelque chose qui est, on l'a dit, un peu technique, mais là, on est vraiment dans le cœur du réacteur par rapport à peut-être à une confiance retrouvée des citoyens vis-à-vis des élus. On y est là. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie d'apporter des choses par rapport, vous avez des idées par rapport à ça? Oui, mais c'est dans la continuité de la casse du service public, de l'appauvrissement des territoires. Nous, l'ex-région Limousin, quand la région Nouvelle-Aquitaine a été créée, il y a eu quand même quantité de fonctionnaires qui sont partis sur Bordeaux. L'assiette fiscale a baissé. Les leviers de la mairie de Limoges au niveau de l'argent a baissé aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Alain Rousset, nous propose un centre de gérontologie et une clinique vétérinaire, voilà, pour l'Haute-Vienne. Alors en tout cas, la colère citoyenne... Voilà ce que l'on gagne. La colère citoyenne, elle est partagée, on le voit bien, par les élus locaux. Illustration avec cet exemple dans le Limousin où les élus ont manifesté pour réclamer davantage de services publics. C'était en décembre dernier, regardez. C'est pour les 30 ans de souffrance dont nous commençons à en avoir marre que nous sommes ici. Voilà. La cinquantaine d'élus voulaient bloquer la RN 145 pour se faire entendre. Ils manifestent finalement devant la trésorerie de Magnac-Laval, fermée au public depuis 3 ans, pour dénoncer l'éloignement des services publics de proximité, avec l'inquiétude de voir le centre de Bellac fermé à son tour. À Bellac, il y a un service ouvert au public qui va se déplacer à Limoges. C'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 agents de Bellac qui vont être mutés à Limoges. Ça veut dire que c'est un retrait progressif. C'est vraiment des mauvais messages au mauvais moment. Pour faciliter les relations avec les services publics, l'État a promis de déployer une maison France Service par canton d'ici 2022. Le Dora a déjà la sienne, mais ses élus veulent de l'humain et, disent-ils, pas des ordinateurs en libre service. Se bat au quotidien pour mener des politiques d'accueil, des politiques de service à la population. On le fait avec nos moyens financiers qui ne sont pas extraordinaires. Et de l'autre côté, la puissance publique, je veux dire, se désengage, et je le répète, depuis au moins une trentaine d'années. Suite au Covid, il semble en plus qu'il y a un frémissement sur le fait que des actifs pourraient venir vouloir vivre en milieu rural. Au moment, si on n'a plus aucun service public, qui va vouloir venir sur nos territoires? Personne n'est venu à la rencontre des élus, mais certains devraient être reçus à la préfecture, avec l'espoir que les actes suivent les paroles sur la ruralité. Marie-Pierre Missiou, gilet jaune, écharpe tricolore, même combat. Oui, on se bat, nous, les maires, parce qu'on est vraiment sur le terrain et on peut servir à quelque chose et on n'est pas entendu. On n'est pas entendu. On est écouté, mais pas entendu. On fait remonter beaucoup d'informations à travers l'Association des maires de France, à travers nos sénateurs, qui sont très proches de nous, mais on n'est pas entendu. Et pourtant, on sait que le gouvernement est capable de faire des concertations rapidement sur un sondage qui avait été fait d'ailleurs à la veille des élections départementales et régionales, qui a concerné en un week-end, on a interrogé les maires pour savoir si on déplaçait les élections. Donc on est capable d'interroger les maires rapidement. Avant de donner la parole à Sacha Solis, je pense à quelque chose à raconter par rapport à ça. Thierry Dominici, sur cette colère des élus locaux, eux aussi, ça nous dit quoi tout ça? Moi, alors du coup, je ne suis pas un spécialiste du droit public, mais je fais un petit peu de droit constitutionnel. Du coup, si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, c'est que, et je comprends leur colère, elle est tout à fait légitime, c'est que d'une part, on nous propose un système basé sur le droit à la différenciation, c'est-à-dire tenir compte des singularités, des particularismes locaux. Et comme l'a dit cet élu, ces particularismes vont être traités par les ordinateurs. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que... Vous voulez dire que c'est une décision un peu technocratique, un peu encore une fois une décision venue d'en haut, qu'on ne connaît pas trop le terrain et que du coup le terrain doit subir
Sacha Houlier, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse? Moi, je pense que tout ça, c'est assez caricatural. En fait, on entend que nous, on ne serait pas proche des gens. Moi, j'ai 34 maires dans ma circonscription, je les réunis très régulièrement. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai également des maisons de France Service dans ma circonscription qu'on va ouvrir. Et je peux vous garantir qu'il y aura du public derrière les guichets pour accueillir les gens sur des services de la Poste, sur des services de la trésorerie, sur des services des impôts, bref, sur des services publics. Et sur le plan local, vous tenez compte de quoi, en fait? Pardon? En termes de différenciation, le localisme, vous l'imaginez comment? Parce que ça m'intéresserait par contre de l'entendre. Justement, c'est à la région. Plutôt que tout ce que vous allez faire, voilà, parce que la base même de la différenciation, si vous voulez, c'est l'habilitation, c'est-à-dire de pouvoir adapter la loi nationale au local. Oui, précisément. Donc, j'aimerais savoir comment. Voilà. En fait, si vous voulez, justement, je vais pas vous dire à la place des élus locaux quelles compétences on va transférer, puisque c'est bien eux qui vont nous faire la demande. Par exemple, Alain Rousset nous demande depuis un petit moment la gestion des politiques de l'emploi. Donc il faut regarder quelle politique de l'emploi et dans quelles conditions on le met en place. Mais ça fait l'objet de contractualisation. On ne décide pas tout seul de dire qu'est-ce qu'on transfère ou qu'est-ce qu'on récupère. Bien. Je vous donne un autre. J'aurais pu donner un exemple. La parole à Marie-Pierre Missou. Oui, pour en discuter souvent avec des collègues qui sont plutôt des maires ruraux, ce que l'on pense, c'est que cette disparition des services publics, petit à petit, il a un objectif, c'est la disparition des communes. En tout cas, la diminution des communes, les forcer à se regrouper. C'est, je pense, un objectif caché. Non. Ah non, clairement pas. Il n'y a pas de volonté délibérée d'éliminer des communes, ça. En tout cas, pas dans la majorité. Mais c'est intéressant, ça, Houlier, parce que rarement un président. Mais on est obligé de se regrouper pour être fort. Attendez, s'il vous plaît. Rarement un président comme Emmanuel Macron a paru aussi éloigné du terrain que des élus locaux ou des syndicats. Sa relation au maire est jugée distante par ces derniers. Selon les mots d'André Léniel, un vice-président de l'Association des maires de France, eux se considèrent comme des sous-traitants de la politique nationale. Il y a un vrai malaise qui répercute finalement, je pense, le malaise de la population, de base. Monsieur Léniel, il n'a pas été très objectif depuis le début de son mandat de vice-président de l'Association des maires de France. Mais pour ce qui concerne ce qu'on a fait pour les maires, je rappelle que sur les compétences, sur le financement, sur la protection ou sur l'accompagnement, le texte qu'on a voté unanimement sur toutes les mesures prises individuellement, il a été reconnu comme bon par les maires de France, ce qui montre que lorsqu'on détache un peu la politique politicienne des actes, ce qui est fait dans les territoires ou de ce qui arrive pour la rénovation de routes, d'infrastructures ou de maisons de service, eh bien, la perception est un peu différente. Alors justement, Daniel Gendarme, comment vous, qui est un ancien gilet jaune, vous appréhendez maintenant les choses, maintenant que vous avez adhéré à un parti politique? Est-ce que ça a changé votre perception des choses? Ah oui, non mais ça le... Qu'est-ce qui a changé? Ça le change vraiment. C'est-à-dire que adhérer dans un parti politique, c'est faire un travail en groupe sur une ligne conductrice commune. Voilà. Ce que les Gilets jaunes ne faisaient pas. Disons que les Gilets jaunes, après, après c'était aussi représentatif d'un moment de colère à un instant T. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute personne de sensibilité différente. On pouvait trouver des Gilets jaunes de droite, il y en avait, de gauche comme moi, il y en avait aussi, d'extrême gauche, d'extrême droite, peut-être des anarchistes aussi. Donc sur cette base-là, on peut rien construire. Voilà. Moi, quand j'écoute M. Donc, pour vous, une des solutions, pardon, mais c'est finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller dans l'arène politique, de rentrer, de mettre la main dans la pâte. Alors, ça, mais bien sûr, parce que ça demande des efforts. C'est faire de la politique, c'est travailler constamment pour progresser, apprendre en permanence. Est-ce que c'est aussi apprendre à comprendre que les choses ne sont pas si simple? Est-ce que c'est aussi ça de faire de la politique? Quand vous écoutez par exemple Sacha Houlier, on a bien compris que vous n'étiez pas du tout d'accord avec son logiciel politique, mais est-ce que malgré tout, du coup maintenant que vous adhérez à un parti politique, vous comprenez sa façon de penser? Non, non, pas du tout. Je peux pas. Moi, je suis pour une république sociale, je suis socialiste, Monsieur Houlier est libéral. Mais non, vous n'allez pas décrire qui je suis parce que en fait, vous n'en savez rien du tout. Vous savez pas d'où je suis né, vous savez pas que je suis un fils d'ouvrier. Donc en fait, vous pouvez pas décrire ce que je suis alors que vous ne le savez pas du tout. Ancien vous savez socialiste. pas que j'ai défendu tous les budgets sociaux du gouvernement. Vous savez pas que j'ai investi. Vous êtes du côté du grand capital. Vous avez enlevé l'ISF. À un moment donné, on peut pas. Vous savez même pas que ma permanence dans un quartier populaire et que j'ai tous les jours des gens qui ont accès à des logements sociaux. C'est bien connu. La Macronie est du côté du grand capital. Casser un peu votre livre de préjugés là, parce que c'est un peu pénible. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais donner la parole à Marie-Pierre Missou, qui est très sage. Vous dites que les gens, ont plus en plus de revendications, mais qu'en même temps, ils s'investissent de moins en moins dans la vie publique.
Alors, c'est vrai. En plus, on le voit aussi dans les associations, le bénévolat, d'où nous sortons tous, hein, pratiquement, nous les élus. Les bénévoles sont de moins en moins nombreux. Par exemple, on a rarement vu autant de démissions de conseillers municipaux depuis les dernières municipales. Voilà, ouais. Donc, toute cette difficulté que l'élu a au quotidien motive pas effectivement les élus. Il y a une crise des vocations, hein, pour devenir élu. On l'a senti dans ces municipales. Et il y a même des équipes qui sont très fragiles aujourd'hui, puisqu'on a sur notre département 5 démissions de maire, 37 démissions d'adjoints. 7 élections qui vont bientôt être refaites. Donc c'est vraiment une crise des vocations. Alors pour ça, nous les élus, on a un petit peu réfléchi à faire un petit peu de participatif depuis 2020, beaucoup plus dans les instances du bloc communal, EPCI et communes, avec des conseils municipaux des jeunes qui fleurissent, hein, dans toutes les strates de communes, des conseils de développement, des conseils de quartier, des budgets participatifs. Tout le monde fait du budget participatif. Donc on essaye d'impliquer le citoyen dans notre politique. Davantage de participation, c'est exactement ce dont vous parliez tout à l'heure, Thierry Dominici. Oui, tout à fait. Nous, c'est le constat qu'on fait en sciences politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise de la représentation, c'est une demande, hein, de plus de démocratie. Et donc, les citoyens ont envie d'occuper l'espace public. Monsieur Macron l'a fait d'ailleurs, il a tenté avec l'initiative de législation populaire autour des écologistes, pour la question écologiste, pardon, mais bon, ils étaient que 150. Logiquement, il faudrait que ce soit des milliers de personnes. Mais j'aurais besoin, pardonnez-moi, une petite parenthèse. Par rapport à monsieur le député, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le problème du parti En Marche, c'est que c'est une force nouvelle. C'est un parti jeune, si je peux dire. Donc partant de là, si vous voulez, c'est logique qu'il n'ait pas toute la stratification d'un parti traditionnel. Et de fait, il y a, selon moi, ce manque sur le plan local. C'est-à-dire ce manque de présence, malgré les députés, malgré les élus. Il y a un manque de présence en termes de siège social, etc., car c'est une force neuve. C'est un parti qui a finalement 3 ans d'existence. Daniel Gendarme, davantage de participation, c'est ça, ça serait ça le secret d'un retour de la confiance? Plus de délibération. Ah oui, non, mais totalement. Mais alors, plus de participation, mais à toutes les échelles. On se souvient des Gilets jaunes avec le RIC à l'époque. Hein. Le rond-point, c'est la démocratie. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà, le rond-point, c'est la représentation de la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas on parle beaucoup des abstentionnistes, mais le vote, c'est la dernière étape. Tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui est avant le vote, c'est le débat. Et le rond-point, c'est le débat. Et c'est ce qui manque en France, des débats. En fait, les gens, ça les intéresse plus, parce que on leur promet des choses et ça vient jamais. Donc, bien évidemment, l'initiative de Madame le maire est super. Et dans le collectif dans lequel je m'étais présenté en 2020, on avait proposé un conseil municipal avec des citoyens tirés au sort. Enfin, il y avait tout un procédé. Au départemental, pareil, on avait proposé aussi, pour aérer la démocratie, introduire la démocratie participative avec une assemblée départementale citoyenne aussi, où l'élu s'appuie sur ces citoyens qui étaient tirés au sort, si c'était leur désir. Après, on n'obligeait personne. Voilà. Sacha Houlié, c'est pas ça qui manque aujourd'hui, peut-être? Davantage de consultations citoyennes? Bon, d'abord, moi, sur le fait que le rond-point soit le débat, j'ai pas eu l'impression que pendant les Gilets jaunes, il y a eu franchement beaucoup de débats pour bloquer la France et pour, sur ce sujet, imposer la règle d'une minorité, parce que c'était ce qui s'est passé à la fin. Sur le sujet de la déconcertation, il y a eu la Convention citoyenne, pour laquelle une grande partie des réponses ont été reprises. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut imaginer sur d'autres sujets. Il y a des sujets qui vont être extrêmement importants, sur la part du nucléaire en France, sur la façon dont on va investir. Il n'y a pas eu de référendum sous l'ère Macron Non, il n'y a pas eu de référendum. Alors moi, vous savez que j'étais très favorable à un référendum sur les institutions, que par ailleurs j'ai défendu, et j'étais un des rapporteurs du texte constitutionnel qui devait notamment mettre de la proportionnelle au moins par dose, ou réduire le nombre de parlementaires pour accroître les pouvoirs et finalement avoir un lien qui soit plus direct avec l'exécutif et avoir un pouvoir de contrôle qui était plus important, et que j'étais aussi pour un accroissement des rôles du Parlement dans le contrôle
qu'on peut avoir sur le gouvernement. Tout ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'on a eu un blocage de la part de la majorité sénatoriale. Moi, je le regrette parce que sur ce sujet-là, j'aurais bien voulu qu'on y aille. De la même façon, j'aurais bien voulu qu'on ait un référendum sur la question environnementale pour inscrire les objectifs de protection de l'environnement à l'article 1er de la Constitution. Ce qui aurait changé beaucoup de choses sur les textes que nous examinons. Cette défiance envers les politiques, il ne faut pas oublier non plus quelque chose, c'est peut-être aussi les affaires. On peut remonter à Cahuzac, Benalla, Pandora Papers, les affaires Sarkozy. Est-ce que ça joue beaucoup, ça, Thierry Dominici, dans ce rapport de confiance ou de méfiance ? Ben oui, énormément, parce que le politique est censé incarner une vertu, en tout cas dans l'image du citoyen, l'image qui se fait dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos politiques, malheureusement, le plus souvent, lorsqu'ils brillent, c'est pour montrer leur casserole et leurs différentes affaires, parce que ça touche quasiment tous les domaines, notamment, je dirais même, concernant des harcèlements, etc. Parce qu'il n'y a pas que les affaires politiques et politico-financières. Et donc c'est vrai que là, du coup, l'image du politique s'effrite un petit peu. Alors on pourrait imaginer qu'elle s'humanise de fait, mais comme il incarne, je le redis, ce rôle de gouvernant et non plus de représentant, automatiquement, il y aura un rejet de sa personne. Alors peut-être, on peut parler d'oligarchie, d'élite, ce que vous voulez, mais au final, c'est simplement le citoyen qui se sent lésé, biaisé par le politique. Marie-Pierre Missou, il nous reste à peine une minute. Une solution, allez, pour régler en partie ce problème pour vous. Pour régler le problème de cette méfiance. C'est une à choisir. Vous avez même pas 30 secondes. Allez, je sais, c'est... Davantage une éducation à la démocratie. Oui. Moi, je pense qu'il faut travailler la jeunesse, parce que c'est eux qui vont nous gouverner demain. Et donc, voilà, il faut travailler le conseil municipal des jeunes, il faut travailler les conseils de département des jeunes, toutes les strates de la jeunesse doivent être travaillées. Et avoir confiance un peu quand même dans notre jeunesse. Voilà. On a des élus jeunes, on a des nouveaux élus jeunes aussi finalement. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Vous le savez, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet. Tout de suite, le journal régional en Poitou-Charentes, en Limousin ou en Aquitaine. Excellente journée à toutes et à tous.